Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité aujourd'hui est Raphaël Pitti. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors Raphaël Pitti, médecin de guerre, vous avez œuvré en Syrie en plein conflit pour former des infirmiers et des médecins et apporter votre expérience au personnel soignant plongé dans un véritable marasme hospitalier. Vous êtes ensuite intervenu en Ukraine pour favoriser l'évacuation de femmes et d'enfants, donc on peut le dire avec la collaboration de la ville de Metz et des transports Schindler, de Thierry Schindler, qui a mis gracieusement à disposition des bus pour notamment ramener ces familles vers Metz. Et vous suivez bien sûr avec attention la situation à Gaza. Raphaël Pitti, pourquoi avez-vous choisi l'hôtel de ville pour notre interview? Alors, pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes en face de la cathédrale. Et la cathédrale de Metz a une valeur symbolique très très forte pour moi. C'est même certainement la cathédrale la plus symbolique de France. Et en particulier, dès son entrée, elle nous plonge dans ce que l'on appelle la vie intérieure au même temps. Et donc c'est ce qui motive au même temps mes actions, c'est-à-dire une vie intérieure qui est vraiment pour moi très importante. Et de l'autre côté, on est dans la maison commune. Ouais. Et donc c'est là où se fait et s'organise la vie de la cité. Et donc il y a pour moi deux aspects, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur de la vie. Et cette place d'armes est vraiment très très fortement symbolique. D'accord. Donc on va parler bien sûr de la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens sont vraiment aujourd'hui, on peut le dire, pris en tenaille entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce qu'on assiste à la mise à mort de ce pays partiellement occupé par les Russes ? Alors oui, c'est pratiquement 25% du territoire ukrainien qui a été pris par les Russes, maintenant depuis 3 ans. Avec un courage extraordinaire, les Ukrainiens tentent de résister à l'avancée et ont tenté de résister à l'avancée des Russes. Ils ont été bien évidemment aidés par les pays occidentaux qui ont donné de leurs moyens. Encore faut-il que l'on regarde un peu de quelle manière ils les ont aidés. Zelensky n'a pas cessé durant ces 3 années d'aller réclamer des armes, d'aller réclamer de l'argent, parce qu'on les lui donnait au compte-gouttes par rapport à la situation qu'il était en train de vivre. Et je dois dire que je suis allé 14 fois en Ukraine. Nous avons mis en place 2 centres de formation pour former le personnel soignant ukrainien à la situation de guerre. À ce jour, nous avons formé plus de 6600 soignants ukrainiens à la prise en charge des blessés de guerre. Et donc, j'ai vécu de très près la situation. Et j'ai vu en même temps l'évolution de l'Ukraine sous la guerre pendant ces 3 années. Là, maintenant, l'Ukraine est épuisée. Elle est épuisée sur le plan moral, elle est épuisée aussi sur le plan psychologique et elle est épuisée aussi sur le plan des armes. Les hommes n'en peuvent plus. C'est une guerre de tranchées, ça ramène à 14-18. Ils sont dans les tranchées, ils attendent et ils subissent en permanence des bombardements de toutes sortes. Que ce soit des missiles, que ce soit des drones, que ce soit éventuellement du gaz, parce que le gaz est utilisé. C'est de la chloropicrine, c'est un gaz lacrymogène que les Russes envoient par drone dans les tranchées. Les hommes, il n'y a plus beaucoup de ressources en termes humaines, hein, là, pour cette armée-là. Et donc, c'est une situation difficile, très, très difficile. Et l'arrivée de Trump remet en question tout ça aussi, puisque d'un seul coup, voilà qu'il dit « vous allez faire la paix ». Alors, je ne sais pas si mais moi, je dirais merci à monsieur Trump pour ça. La manière dont il le fait, c'est un rustre, d'accord, égocentrique, bien évidemment, fort de lui-même et de la puissance américaine, etc. Tout ça, personne n'en disconviendrait sur la personnalité de cet homme. Il n'a qu'une raison pour moi de lui dire merci, c'est qu'il pose les vrais problèmes. D'accord ? Maintenant, est-ce que l'on va vers la paix ou pas ? Si nous étions restés comme avant, les Ukrainiens auraient fini par céder dans un massacre très très important. Et Trump l'a dit au moment donné en disant « mais vous laissez mourir vos hommes sur le... » Et c'était bien le cas. Ils n'en pouvaient plus. Ils désertaient. Il faut savoir que dans l'armée ukrainienne, les volontaires désertaient. D'accord. Mais est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une faillite réelle de la politique européenne chez nous ? Est-ce que c'est une faillite ? En tout cas, oui, de l'Europe, en tous les cas. L'Europe, déjà en Syrie, c'était pas très beau à voir. Je rappelle la crise migratoire de 2015-2016, où l'Europe a failli éclater parce qu'il y avait 1 200 000 réfugiés qui étaient arrivés à ses portes. Personne n'en voulait. C'est Madame Merkel qui avait sauvé l'honneur de l'Europe en prenant 800 000 personnes. Sinon, l'Europe était en train d'éclater.
Pour moi, l'Europe n'a jamais été une communauté européenne, c'est un club d'affaires dont les intérêts seuls prévaut sur les autres. Et encore, nous voyons la même chose. Là encore, il est bien évident que, au même temps, Trump nous oblige à nous repositionner les uns par rapport aux autres. Il l'oblige, c'est un gros caillou dans la mare, et c'est au sens où on peut imaginer Trump, une espèce de gros caillou, il pose et il oblige les gens à se repositionner. D'accord. Et donc, c'est bien pour l'Europe en tous les cas. Est-ce que nous avons vocation à vivre ensemble ? Est-ce que nous avons vocation à faire communauté ? Est-ce que nous pouvons baser éventuellement la création de l'Europe sur nos valeurs qui sont des valeurs d'une civilisation chrétienne ? C'est la question fondamentale. Ou est-ce que c'est chacun pour soi ? Alors pour toi, des fois je dis vous, des fois je dis tu, mais on peut se dire tu, on se l'est dit au départ. Quelle issue pour ce conflit ? Parce qu'on voit bien le point de vue que tu amènes sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais quelle issue il peut y avoir sur ce conflit qui a maintenant trop duré, on peut le dire ? Alors c'est clair qu'il faut pouvoir s'opposer avec force en même temps à Poutine, parce que si on cède de la manière dont Donald Trump voudrait que l'on cède, c'est-à-dire sans qu'il y ait une réciprocité de la part de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, alors bien évidemment, c'est lui laisser la porte ouverte à éventuellement l'attaque des pays baltiques, etc. C'est lui dire, ok, il suffit simplement de vouloir, allez-y, au fond, nous ne bougerons pas. Alors il est vraiment très important que l'Europe puisse se souder profondément, avoir sa propre défense, ça c'est clair. Mais peut-être pas en empruntant 800 milliards, parce que ça voudra dire quand même du temps pour se mettre en place une défense en armement propre à l'Europe. Ça prendra plusieurs années avant de réussir. Aujourd'hui, la dissuasion vis-à-vis de Poutine la plus forte, c'est le nucléaire. Et savoir si la France et l'Angleterre sont capables de mettre ensemble leur dissuasion au profit de l'Europe. Et de dire, attention, nous sommes prêts à aller jusque-là si c'est nécessaire, nous avons. Deuxièmement, la constitution aussi en même temps d'un commandement, un commandement qui relie l'ensemble des forces armées européennes. Ça, c'est possible et ça peut être fait puisque ça l'est déjà dans le cadre de l'OTAN. Il faudrait sortir un commandement de l'OTAN, un commandement européen intégré, d'accord, isolé, bien évidemment, mais qui peut fonctionner d'emblée, nous pouvons le faire. Il existe déjà, il y a déjà quelque chose comme ça qui se trouve en Florence, en Italie, un commandement européen intégré des forces européennes, c'est possible. Il faut maintenant l'afficher. Nous avons un commandement européen. Et ça, nous pouvons le faire demain matin sans aucun problème. Nos armées peuvent fonctionner ensemble. Elles peuvent se coordonner ensemble et dire ça, c'est notre défense européenne sur le plan conventionnel. Sur le plan de la dissuasion nucléaire, nous avons l'Angleterre et nous avons la France. Elles peuvent éventuellement utiliser leur défense nucléaire, leurs armes nucléaires, à la défense, bien évidemment, de l'Europe, si cela était nécessaire. Nous pouvons le faire. Et bien sûr, trouver une indépendance vis-à-vis de notre armement sur le plan conventionnel et envisager bien évidemment une industrie européenne de l'armement, mais qui va prendre du temps. Qui va prendre du temps. Donc vous êtes médecin de guerre, on le rappelait. Donc aujourd'hui, Raphaël, entre la Syrie, l'Ukraine, Gaza, la multiplication des sites d'affrontement, est-ce que tout ça est prémisse à une éventuelle troisième guerre mondiale ? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, en 1996, et on parlait déjà de Troisième Guerre mondiale. Car au moment de l'effondrement du mur de Berlin et de l'effondrement de l'URSS, bien évidemment, à ce moment-là, tous les enjeux sur le plan économique, d'accord, étaient ouverts à tous. Tant qu'il y avait la guerre froide, les Américains entendaient partager effectivement, de manière à combattre l'influence communiste dans les pays en voie de développement, utiliser les anciens pays coloniaux, comme la France, comme la Belgique, etc., pour contrer l'influence communiste dans les pays, etc. Dès lors qu'il y a eu un effondrement du communisme, à ce moment-là, c'était chacun pour soi. Et les Américains nous faisaient déjà la guerre sur le plan économique en Afrique. Je peux rappeler l'affaire Elf, etc., comment ils nous ont volé les contrats de pétrole avec le Tchad, etc. Et d'ailleurs, on parlait déjà de crise, de guerre économique. De guerre économique, oui. On le parlait déjà. Nous étions, et vous le savez, nous sommes en permanence espionnés par les Américains, les écoutent, nos présidents sont écoutés, Madame Merkel l'a été, le président Macron l'a été, l'Angleterre aussi. À partir de l'Angleterre d'ailleurs, qui écoute toutes les communications, on ne peut pas dire que nous avions un allié. Nous avons un allié de circonstance. Si les États-Unis
d'accord, sont menacés, alors bien évidemment, ils ont besoin en même temps de nous, etc. S'ils ne sont pas menacés, tout ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le reste du monde. Ça a toujours été leur façon de concevoir. Et De Gaulle l'avait très bien compris, qui a voulu la dissuasion, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Pour 14-18 comme pour 39-45, la guerre de 39-45 a été gagnée grâce aux Russes. Et parce qu'ils ont coincé du même coup les Allemands sur le front russe, et à ce moment-là, ça a permis justement que les forces armées allemandes étaient sur le front russe et qu'ils ne pouvaient pas les dégager pour aller sur le front ouest, et qui a permis le débarquement de 44. Sans les Russes, nous n'aurions pas pu gagner la guerre de 39-45. Je pense qu'on l'a trop souvent oublié. D'accord. On va essayer de conclure, Raphaël, sur une note, après toutes ces informations riches, sur une note un peu positive. Est-ce que tu arrives à nous donner des nouvelles des Ukrainiens qui ont été accueillis à Metz? Comment vont-ils? Eh bien, je crois qu'ils ont bien, beaucoup d'entre eux se sont intégrés totalement et vraiment d'une manière assez extraordinaire en tous les cas. Ils participent au même temps, pour nous, à la ville de Metz, à la dynamique de cette ville de Metz, au même temps, comme souvent les réfugiés qui arrivent avec une vraie volonté de s'intégrer, avec une vraie volonté de réussir leur vie, de reconstruire leur avenir, etc. Ça, c'est vrai d'une manière générale pour tous les réfugiés. Et ça a été très facile, en tous les cas, pour les Ukrainiens de le faire, et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut espérer que la paix arrive. La paix, pas une trêve de un mois. Que la paix arrive et qu'elle arrive très vite. En tout cas, c'est ce que j'espère du plus profond de mon cœur. On l'espère également. Alors, je vais te faire signer la tablette d'or de l'émission La vérité en marche, 10 minutes pour convaincre. Un petit mot, une petite phrase très courte avec ta signature, quelque chose qui est symbolique pour toi, qui représente, donc un mot, une phrase qui représente quelque chose pour toi. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine avec mon prochain invité. Merci d'avoir été nombreux. Prenez bien soin de vous et à tous, très bon week-end.